Bien, bonsoir à tous pour une conférence donc, qui porte sur l'élection présidentielle américaine qui approche, comme vous le savez. Mais là, plus spécifiquement, on va parler des élections primaires. Et nous sommes très heureux donc d'accueillir Aurore Portet, qui nous vient de l'Institut d'études politiques de Lyon, où elle enseigne pour l'essentiel la civilisation des États-Unis dans ses aspects politiques avant tout. Et l'an dernier, pour ceux qui éventuellement s'en souviennent, nous avions reçu Maxime Chervaux, qui également travaille à l'IEP de... Non, il travaillait à l'IEP de Lyon, maintenant il est à Paris 8, je crois. C'est ça. Et donc Maxime Chervaux, qui nous avait parlé donc, de différents aspects de la politique américaine, travaille fréquemment avec Aurore Portet, et parmi les travaux, on va dire, conjoints que vous avez effectué très récemment, un article qui porte donc sur le 6 janvier 2021 et le mouvement Stop the Steal. Voilà. Donc, pendant quelques 50-60 minutes, on va tout apprendre sur les élections primaires aux États-Unis. Nous remercions donc Aurore Portet d'être venue jusque nous depuis Lyon. Et je lui cède la parole immédiatement. Et après son intervention, on pourra échanger et poser quelques questions si on le souhaite. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup et merci à l'Institut franco-américain de Rennes de m'accueillir ce soir parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup partager. Parce que souvent, je lis des choses dans la presse française et je me dis... Mais non. Et il y a des très bons reporters, hein, évidemment. Il y a des gens qui sont sur place, qui font des choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont racontées. Donc normalement, après notre discussion de ce soir, vous pourrez corriger vos amis ou vous pourrez corriger les journalistes à la radio quand ils vont dire des grosses bêtises sur les élections américaines. Je voulais vous dire juste quelques petits éléments avant de commencer. En fait, j'enseigne beaucoup en anglais. Donc il est possible que vous me voyez à certains moments pendant ma présentation hésiter sur les mots parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'enseigne énormément en anglais. Toutes les semaines à Sciences Po, on a des étudiants qui sont spécialisés sur ces questions, sur les États-Unis, sur la politique américaine. Ce serait une petite lutte pour moi que de faire ça en français ce soir, mais je suis sûre que certains d'entre vous seront là pour me corriger quand je me prendrai les pieds dans le tapis, puisque vous serez extrêmement attentifs à ce que je vais raconter, j'imagine. Alors, je voulais vous dire également que j'aime bien les formats un petit peu interactifs. Donc, je vais vous demander, lorsque je dis quelque chose qui n'est pas clair, vous avez la possibilité d'intervenir tout de suite pendant que c'est frais, votre question. Donc, on aura un moment de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à lever la main et me dire « c'est pas clair, j'ai pas compris ». Et j'essaierai de vous répondre au mieux possible. Et par ailleurs, je vais vous demander de participer un petit peu activement à cette présentation avec un dispositif hautement technologique que j'ai développé ces 5 dernières années à très peu, enfin j'avais pas un gros budget, donc c'est celui-ci, vous connaissez le pouce sur Facebook et autres applis, donc on va utiliser ça, donc celui qui est comme ceci, comme cela, donc comme ça je vais vous poser parfois des questions et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, si vous en êtes d'accord. Si vous ne voulez pas participer à ce dispositif, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, ce soir, on va parler des primaires. Mais voilà, comme c'était pas d'un grand suspense, on va aussi parler de la course à la présidentielle. Et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé pendant ces primaires et qu'on explique un petit peu qu'on essaye d'expliquer le choix de... Alors, attendez, j'allume. Le choix de ces 2 candidats. Je crois que c'est un petit peu la question sur toutes les lèvres. Pourquoi, dans un pays aussi grand que les États-Unis, on se retrouve avec 2 candidats, 2 hommes blancs, l'un de 77 ans pour Trump et l'autre de 81 ans pour Joe Biden. Voilà. Comment expliquer ces situations? Et puis, on va parler aussi de ce qui va se passer dans les prochains mois et je vais vous donner des éléments d'analyse pour quand vous allez suivre un petit peu l'actualité des présidentielles pour voir un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, j'imagine que vous posez la question aussi,
Est-ce que Donald Trump peut revenir à la présidence? Voilà. C'est quoi votre pronostic? Oui? No way? No way, ça veut dire non, hein, je précise. Oui, ok. Bon, alors je vois qu'il y a déjà des partisans dans la salle. Vous n'avez pas vu vos casquettes? Ah, est-ce qu'il peut revenir? Mais déjà, vous avez émis la possibilité. On le craint. Alors, donc je le précise, hein, puisque cette intervention est filmée, que le public ne s'est pas positionné en faveur de Donald Trump. Quand même, je lave votre honneur dans le processus. Ok, alors c'est parti. On va aussi prendre un petit peu de temps de revoir quelques bases. Encore une fois, je suis à votre disposition. Donc les bases qui ont besoin d'un petit rafraîchissement, on rafraîchit vite fait. Les bases qui n'ont pas besoin, on passe. Ok? Bien. Alors, ça a commencé assez fort, les primaires cette année, parce que ça a commencé très tôt. Ça a commencé dès le mois de janvier. C'est pas forcément très commun aux États-Unis de commencer aussitôt, mais il y a une vraie course qui s'est faite entre les États sur les premiers qui organiseraient des primaires ou des caucus. Okay. On a commencé en janvier. Il y a eu des petits couacs parce que le Parti démocrate, en particulier Joe Biden, n'a pas voulu participer aux premières primaires qui ont été organisées pour les démocrates dans le New Hampshire. Donc j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi des États où on a eu plusieurs primaires. Voilà, par exemple dans le Nevada, on a eu un caucus et une primaire. On a eu le Parti républicain qui a organisé un caucus et l'État qui a organisé une primaire. Donc, une situation un petit peu compliquée pour la plupart des électeurs américains. Et puis, un calendrier très, très chargé. On le voit ici sur la carte là-haut. Toutes les différentes primaires qui ont eu lieu entre le mois de janvier. Il y en a qui étaient prévues jusqu'au mois de juin et d'autres qui n'étaient pas encore planifiées au moment où cette carte a été faite. Alors déjà, j'ai prononcé un mot bizarre. J'ai prononcé le mot caucus. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que c'est ou est-ce que vous avez déjà entendu tous les journalistes français se poser la question ? Alors, en quelques mots, donc les primaires, on va simplifier les choses. Il y a des primaires ouvertes, fermées, semi-ouvertes. Non, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais dans les élections primaires en général, on a des urnes à bulletins secrets, classiques. Donc, soit elles sont complètement ouvertes, tout le monde peut participer, soit elles sont fermées ou sous différentes modalités où il faut être membre du parti pour participer. Voilà. Donc ce type d'organisation est propre à chaque État. Donc chaque État décide. C'est pour ça qu'il y a autant de variétés que de couleurs de l'arc-en-ciel. Okay. Pourquoi des primaires fermées? Parce que ça peut éviter à certaines personnes extérieures d'interférer avec la décision d'un parti. Par exemple, moi, je trouve que Nikki Haley est une mauvaise candidate. Je suis démocrate, je vais aller voter chez les Républicains pour encourager un candidat auquel je ne crois pas. Voilà. Donc certains États ont essayé de verrouiller cette possibilité-là. D'autres non, ça varie énormément. Et il y a certains Américains qui ne veulent pas être enregistrés pour un parti et donc qui s'enregistrent pour une journée, le temps de voter aux primaires, qui ensuite se désenregistrent. Donc c'est un sport un petit peu les élections aux États-Unis. Hein. Si j'ai une comparaison à faire, ce serait celle-là. Alors le caucus, donc j'en ai pas encore parlé. Le caucus, c'est une organisation qui est plutôt sous la forme de réunions militantes. C'est des petites réunions. Alors c'est pareil, il y a plein de formes différentes, sinon ce ne serait pas drôle. Moi, la forme que je préfère, c'est celle où on vote avec les pieds. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs représentants de chaque candidat qui viennent dans une salle, par exemple comme ce soir aujourd'hui, et chaque représentant des candidats essaye de convaincre les gens que c'est le bon programme, le bon parti, le bon candidat. Et à la fin de la soirée, on regarde dans quel coin de la salle il y a le plus de monde. Alors évidemment, il y a aussi d'autres formes à bulletins secrets, etc. Mais je trouve que voter avec les pieds, c'est assez intéressant. Et puis historiquement, ça évoque pas mal de choses pour les Américains, ce vote avec les pieds. Hein. Il y a toute une histoire de gens qui changent d'État pour aller voter ailleurs, essayer de tricher dans les élections. Enfin, il y a tout un historique et tout un imaginaire autour de ça qui est plutôt rigolo. Voilà, donc je ne suis pas trop technique là, j'essaye juste de vous donner la différence. On peut se dire que finalement, il y a quasiment autant de façons de faire que d'États. Voilà, il y a des grosses variations. Parce que la Constitution américaine a cela d'original que eh bien, tout ce qui est autour des élections est géré par les États. Voilà. Même les élections présidentielles, même les élections fédérales, tout est dévolu aux États.
Voilà. Donc, comment ça marche les primaires? Une fois que chaque État a sélectionné son candidat, donc il va y avoir des primaires ou des caucus démocrates d'un côté, des primaires républicaines de l'autre, ou caucus. À l'issue de ce vote, on a un certain nombre de délégués, en général sur un système qu'on appelle du winner take all, c'est-à-dire que celui qui a le plus fort pourcentage a tous les délégués. Mais ce serait trop simple si c'était comme ça dans tous les États. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des États qui sont proportionnels. Voilà. Et donc à l'issue de ce vote, on a un certain nombre de délégués par État qui vont se réunir cet été à la grande convention nationale de chaque parti. Et donc, un petit peu comme avec les grands électeurs, ces délégués vont représenter la personne pour laquelle ils ont été choisis et donc entériner la candidature du candidat démocrate ou du candidat républicain. Alors vous allez me dire, la Convention nationale n'a pas encore eu lieu, mais quand même, on sait déjà finalement qui vont être les candidats et je vais revenir là-dessus dans une minute. Alors, quid des candidatures indépendantes? Qu'est-ce que je fais moi si je veux être candidat au présidentiel, mais je ne veux pas être démocrate ou je ne veux pas être républicain, j'ai envie d'être par exemple chez les Verts, ou alors j'ai envie d'être libertaire, ou alors j'ai envie de faire ma petite popote et avoir mon parti. Alors je ne citerai pas de nom, hein, j'en montrerai tout à l'heure, mais il y a des candidats qui sont un petit peu syncrétiques, on va dire, pour faire simple. Donc comment est-ce que je fais? J'ai deux possibilités, soit je rejoins les primaires démocrates ou républicaines, et j'essaye d'avoir des votes. Des fois, ça marche. Sur un malentendu, c'est ce qui s'est passé à Samoa, par exemple. On a un républicain totalement inconnu un démocrate, par exemple, totalement inconnu qui a été choisi, puisqu'il y a moins d'une centaine de personnes qui ont voté, donc ça a joué en sa faveur. Mais du coup, je n'ai pas beaucoup de délégués, puisque je suis que dans un État. Soit je décide d'être indépendant, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque si je décide d'être indépendant, je dois respecter la loi de chaque État, et réunir un certain nombre de signatures qui sont entre 5 000 et ça peut aller, je pense que ça monte à 10 000 dans certains États ou un peu plus. Et je dois payer un certain nombre de frais. Et la législation est propre à chaque État. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 50 fois des démarches différentes. Donc autant dire que j'ai des énormes bâtons dans les roues. Et le Parti démocrate et le Parti républicain, ils encouragent en fait, ils découragent plutôt, ils encouragent les régulations, mais ce sera plus simple de dire qu'ils découragent ces candidatures indépendantes en fixant tout un tas de règles très compliquées pour chaque État. Donc c'est vraiment compliqué d'être indépendant. Et les indépendants, pour la plupart, ne participent pas à système de sélection pendant les primaires, sauf quelques-uns qui veulent tenter leur chance. Voilà. Donc évidemment, une fois que le Parti démocrate, le Parti républicain a choisi son candidat pendant l'été, que les candidatures indépendantes sont représentées. Alors, en général, ils n'arrivent pas à être représentés dans 50 États. Ça représente des démarches trop importantes. Donc, ils vont choisir un certain nombre d'États où ils vont se présenter dans un petit nombre d'États en fonction de leur fonds et du nombre de volontaires qui peuvent les assister. Et puis, ensuite, on se retrouve tous au mois de novembre pour l'élection générale. Donc je voudrais qu'on prenne une seconde pour imaginer ce que c'est d'être un Américain aujourd'hui, en 2024. Les élections primaires de la présidentielle ont commencé en janvier. Et ils vont avoir des élections jusqu'en novembre. Tous les jours, ils vont recevoir des SMS, ils vont être exposés à des pubs. Il y a des gens qui vont venir frapper à leur porte pour les convaincre de voter pour un candidat. Vous imaginez de passer 11 mois à n'entendre que ça dans les médias. Si vous zappez sur les chaînes américaines, ça ne parle que de l'élection, et d'être complètement assailli d'informations. Autant dire, il ne faut pas habiter aux États-Unis une année électorale. Le problème, c'est que c'est tous les 2 ans, donc c'est quand même assez fréquent, et tous les 4 ans pour les présidentielles. Voilà. Mais là, il y a un vrai barrage médiatique. Et c'est la première année que c'est aussi long. Et évidemment, Gildas a dit tout à l'heure que j'avais publié un article sur le 6 janvier. L'élection ne sera pas forcément finie en novembre. Voilà, on va peut-être avoir des rebondissements jusqu'à assez tard. Voilà, donc je voulais essayer de vous expliquer simplement le principe et le fonctionnement des primaires. Dites-moi s'il y a des choses que je n'ai pas abordées.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que évidemment les primaires, ça ne concerne pas que les présidentielles. Moi, je ne voudrais pas qu'on invisibilise toutes les autres élections qui passent également par un stade de primaire. Donc, toutes les élections au Congrès, à la Chambre et au Sénat, donc chaque parti fait des primaires pour les postes à la Chambre et au Sénat. Et chaque État a également donc, tout un tas d'élections. Ici, on voit les élections de gouverneurs qui vont avoir lieu en 2024. Mais on a aussi des congrès dans chaque État, donc Assemblée, Sénat. L'Assemblée est renouvelée tous les 2 ans au niveau étatique et au niveau fédéral. On a certains postes judiciaires qui sont soumis à des élections. Ça varie d'un État à l'autre. Et puis, on a évidemment tout ce qui relève de la politique locale. Donc, l'électeur américain, quand il va aux urnes, alors déjà, il faut qu'il consulte des calendriers, hein, parce qu'en fonction des primaires, si c'est les primaires présidentielles, si c'est les primaires démocratiques présidentielles, républicaines présidentielles, locales, États, etc., ce n'est pas forcément les mêmes dates. Donc il y a quand même un barrage d'informations qui est assez important. Et puis, alors je reviendrai là-dessus dans 2 minutes. Par exemple, les gens qui habitent, je vous ai pris un exemple, quelqu'un qui habiterait au Texas, voilà toutes les personnes pour lesquelles il va devoir voter quand il va aller aux urnes. Donc c'est une liste de courses. Hein. Voilà. Donc soit vous êtes sur un vote électronique et parfois vous avez la possibilité de cocher tout démocrate ou tout républicain, mais pour les primaires, ça ne marche pas, puisque c'est des primaires démocrates ou les primaires républicaines. Donc en général, ce qui se passe, c'est que dans la presse locale ou sur certains sites, on vous dit bon, si vous avez tel point de vue politique, vous pouvez voter pour telle personne. Mais ça implique de se renseigner. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience quand vous allez voter au présidentiel, c'est quand même assez simple parce que les candidats ont une grosse visibilité. En général, vous savez à peu près pour qui vous allez voter avant d'y aller. Quand vous votez pour les élections locales ou les élections européennes, c'est déjà plus compliqué. Donc vous vous accrochez souvent à un parti ou à un logo. Mais là, sur les primaires, vous avez des démocrates entre eux. Donc comment choisir? C'est quand même très compliqué d'avoir un choix informé sur ces élections. Voilà. Là, c'était juste une petite slide pour vous rappeler le joyeux fédéralisme américain. Alors moi, je le mets sous forme de gâteau, ça me semble plus sympathique. En haut, vous avez le millefeuille français, hein, parce qu'on aime bien les comparaisons avec la pâtisserie. Et en bas, vous avez le gâteau américain. En fait, en théorie, dans la Constitution, ça ressemble à ça. En pratique, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Ce qu'on appelle le marbré du fédéralisme. Je ne l'ai pas inventé, j'aimerais bien, parce que vous trouveriez ça encore plus drôle. Mais voilà, c'est un petit peu le principe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien un État fédéral. On a une Constitution, un président, une Cour suprême, un Congrès. Okay, mais on a aussi 50 États fédérés avec autant de constitutions, autant de gouverneurs, autant de cours suprêmes, autant d'assemblées. Donc ça veut dire des milliers de gens qui sont élus aux primaires et à l'élection générale. Donc quand je vous ai dit que la politique était un sport aux États-Unis, je le pense vraiment, ça demande un degré de finesse dans la réflexion pour voter juste, un degré d'implication pour avoir l'information qui vous permet de voter à ces élections. Alors voilà, évidemment, tout le monde n'a pas ce discernement et c'est bien un problème. Voilà. La tendance actuelle pour ces primaires, je dis encore un petit mot sur ces primaires locales et étatiques, parce que je voulais quand même en parler, parce qu'on en parle beaucoup moins dans la presse, évidemment, on parle beaucoup plus de la présidentielle. Le souci à l'heure actuelle de ces primaires, c'est qu'elles ont beaucoup moins de couverture médiatique aux États-Unis aussi. Donc le degré d'information des gens est beaucoup moindre, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Je peux vous dire que vu ce qui se passe actuellement, les décisions qui sont prises notamment par les assemblées et par les cours suprêmes étatiques sur l'avortement, les gens sont en train de commencer à vraiment se renseigner sur ce qui se passe au niveau politique, étatique et local, puisqu'ils ont compris qu'il y avait un vrai enjeu. C'est des élections qui subissent quand même une grosse influence nationale. Donc, moi, candidat républicain, je vais me battre pour avoir le soutien de Trump. Si j'ai la petite étiquette Trump, soutenue par Trump, ça va être beaucoup plus facile pour moi de me faire élire. Donc, finalement, des problèmes qui devraient être des problèmes locaux sont un petit peu mis sous une loupe déformante et influencés par la politique nationale parce que c'est plus facile d'avoir une reconnaissance et un vote si je suis sous la houlette de Trump.
Mais avec les évolutions technologiques, on note quand même une amélioration du ciblage des électeurs qui permet quand même de transmettre une information assez efficacement. Je vous donne un exemple. Ici, c'est des primaires qui ont lieu en Californie. Donc, pour le district 26, donc qui élit un membre de l'Assemblée californienne, donc c'est une assemblée d'État, on voit que le candidat Patrick Arens, qui avait un petit budget de 200 à 300 €, a pu s'acheter une pub ciblée Google qui lui permet de cibler exactement les gens qui sont dans son district. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais être en train de surfer sur Internet, les pubs intégrées Google vont me dire votez pour Patrick Arens et cliquez là pour faire une donation, enfin faire un don pour sa campagne. Voilà. Et on peut même cibler de façon très précise. Lui, il a décidé de cibler les gens de plus de 25 ans. Qui sont, voilà, on peut avoir une finesse du ciblage grâce à cette communication Internet. Voilà. Donc, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le système des primaires. Maintenant, on va parler des candidats, sauf s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires. Est-ce qu'au niveau du rythme, ça va? Tout le monde suit? OK, great. Alors, je ne peux pas vous présenter tous les candidats à la présidentielle parce qu'il y en a trop. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ce système a été mis en place à la fois pour les primaires et pour les élections générales? Voilà. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai envie de dire que c'était aussi conçu comme une façon d'avantager le système bipartite, en tout cas pour l'élection présidentielle. Je vais y réfléchir et peut-être que je vous répondrai à la fin. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner. All right. Les candidats démocrates et républicains à la primaire présidentielle, il y en avait beaucoup. J'en ai mis quelques-uns ici, notamment ceux qui ont été qualifiés pour le débat télévisé. Donc du côté républicain ici et du côté démocrate ici. Alors je ne vais pas vous faire les biographies détaillées, mais je pense que vous pouvez le deviner, côté républicain, c'est une majorité de gens qui font quel métier? Eh bien non, pas des avocats pour une fois. Ouais, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, très businessman. Ok, donc on a par exemple Vivek Ramaswamy, donc qui est entrepreneur, et puis Scott aussi. Qui est-ce qui est entrepreneur? Évidemment Trump. Hein. Je vous refais le CV de Trump ou c'est bon? Non, ça va aller. Hein, on va pas forcément s'apesantir dessus. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, j'en ai pas oublié. Et beaucoup de gouverneurs en fait. Parce que gouverneur, c'est le poste exécutif au niveau étatique qui ressemble finalement au poste de président. Et donc, on a vu vraiment une montée en puissance des gouverneurs sur les élections. Alors, les sénateurs sont quand même encore assez populaires, on va dire. C'est souvent un poste qui permet de prétendre à un poste politique supérieur. Mais là, on a vraiment une grande majorité de gouverneurs. Par exemple, Nikki Haley, Ron DeSantis sont des gouverneurs. Voilà. Et puis du côté républicain, donc on a Joe Biden qui est le président sortant. Du côté démocrate, merci. C'était fait exprès. Non. Donc du côté démocrate, on a Joe Biden, qui est le président sortant. On a, donc, qui était un ancien sénateur. Hein. Je vous disais tout à l'heure, sénateur-gouverneur, c'est un petit peu les deux métiers phares chez les anciens présidents. On a Dean Phillips, qui est un représentant à la Chambre et un entrepreneur. Et on a Marianne Williamson, qui est une autrice qui écrit des livres de développement personnel, voilà, qui est assez connue. Et puis, on avait Robert F. Kennedy, qui est le fils de Bobby, qui, lui, a décidé finalement de se retirer des primaires, parce qu'il voyait que ses chances étaient assez minces, pour se présenter en tant que candidat indépendant. On reparlera de lui un peu plus tard. Voilà. Donc, comment est-ce que ça s'est passé?
vous connaissez déjà la fin du match, donc je vais aller assez vite sur les étapes. En fait, les primaires pour Joe Biden, ça a été pépouze, comme diraient mes enfants. C'était tranquille, je vous traduis. Okay. C'est-à-dire qu'il a eu des scores au-dessus de 90% à peu près partout. Les seules difficultés qu'il a eues, c'est dans certains États où, en protestation à sa politique par rapport à la bande de Gaza, il y a eu un mouvement pour contrer sa candidature. Mais sinon, c'était plutôt tranquille. C'est assez classique en fait dans les élections américaines quand il y a un sortant qui est en place. En général, les gros candidats démocrates ne se mettent pas en avant. Donc on a plutôt des gens qui sont un peu des touristes du parti. Voilà, je suis enregistrée. J'espère qu'ils ne comprennent pas le français, mais sinon, on les aime. Oui. Pourquoi Kamala Harris ne s'est pas lancée ? Elle est vice-présidente. Et puis, c'est l'assurance décès de Joe Biden. Donc, on a besoin d'elle. Alors, par contre, si vous vous rappelez bien, Joe Biden avait promis que ce serait elle qui se lancerait, mais elle n'est pas suffisamment vraiment montée en puissance ou populaire. Pourtant, il lui a confié des dossiers intéressants. Mais on n'a pas vu un engouement incroyable autour d'elle. C'est dommage parce que c'est une personne qui est assez fine, elle a un humour assez engageant, voilà. Mais en termes de popularité, c'est pas qu'elle elle a été mise en avant, mais pas suffisamment peut-être aussi. Oui. Alors, du coup, l'aile progressiste du Parti démocrate est plutôt calme, cette élection. Peut-être aussi parce qu'elle a vu, c'est toujours une grosse question. Quand on est à gauche, au sens français, européen, hein, c'est vraiment une grosse question pour tous les gens qui sont vraiment à gauche aux États-Unis. Est-ce qu'on rejoint le Parti démocrate ou est-ce qu'on essaye de le tirailler vers la gauche ? Et là, le choix qui a été fait, ça a été de plutôt rejoindre le Parti démocrate parce que Biden, en fait, a poussé pour beaucoup de réformes progressistes qui avaient été proposées, notamment dans le programme de notre progressiste préféré en France. Il est très populaire auprès de mes étudiants. Il s'était présenté aux primaires en 2016. À qui est-ce que je pense ? Bernie Sanders. Mais oui, notre papy préféré, qui est aussi vieux d'ailleurs que Biden et Trump, hein, je le précise au passage, mais très dynamique et très populaire auprès des jeunes. Il soulève vraiment les foules. En fait, Biden a eu l'intelligence de reprendre dans son programme une partie des propositions de Bernie Sanders et une partie des propositions de l'aile progressiste. C'est vraiment, Biden, c'est l'exemple du démocrate très modéré. Donc il y avait une crainte quand il s'est présenté qu'il soit trop modéré, mais qui a vraiment intégré les propositions progressistes. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont bossé sur la campagne de Sanders et sur les campagnes progressistes se sont fait avaler par la campagne de Biden. Donc il a vraiment des conseillers autour de lui qui sont plutôt progressistes. Il a un bilan plutôt progressiste. Par exemple, le fait de racheter les dettes des étudiants américains. Alors ça vous paraît peut-être pas incroyable, mais c'est carrément socialiste pour les Américains. Et socialiste, c'est un mot assez négatif aux États-Unis. Voilà. Donc, ça a été assez tranquille pour Biden. Il n'y a pas de grosse star qui est sortie contre lui. Bon, il y a aussi une pression du Parti démocrate pour pas que quelqu'un de plus populaire se présente, concrètement, parce qu'ils ont peur de perdre la Maison-Blanche. Voilà. Et puis, dans le New Hampshire, il s'est passé un truc rigolo. En fait, Biden n'a pas participé à cette élection parce qu'il ne voulait pas commencer par le New Hampshire. C'était trop tôt et puis ils ont trouvé que ce n'était pas un électorat qui représentait bien le Parti démocrate. Donc ils ont commencé par la Caroline du Sud le 3 février, mais il y a eu quand même les élections dans le New Hampshire le 23 janvier. Il y a une petite... ça fait partie de ces couacs de la campagne. Et donc Dean Phillips s'est dit, c'est mon heure de gloire. Je vais pouvoir prouver que je suis un candidat légitime. Et il a fait toute une campagne de pub où il a investi beaucoup d'argent, qui était franchement assez drôle, parce que les Américains ont un humour premier
degré. Victoria n'écoute pas. C'est quand même en général, voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt drôle. Donc il a fait toute une campagne électorale où on voyait Bigfoot, qui est un peu l'équivalent du Yeti. Donc c'était Bigfoot qui était interviewé et qui cherchait Joe Biden. Joe Biden n'est pas venu faire campagne dans le New Hampshire. Quoi? Mais où est-il? Et donc il se trimballait dans la rue et il cherchait Joe Biden. Joe, où es-tu? Il allait dans les forêts. Alors évidemment, oui, il n'a pas fait campagne dans le New Hampshire parce qu'il était contre cette primaire. Et Dean Phillips donc, a vraiment essayé, et c'est peut-être l'endroit où il a fait le meilleur score. Mais comme il est resté en dessous de 20%, c'est pas incroyable. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que Joe Biden, n'étant pas dans l'élection, c'est 53,6%, c'est des gens qui l'ont écrit sur parce qu'on a la possibilité dans certains États d'écrire une personne sur son bulletin de vote. Ça s'appelle un write-in. Donc, c'est 53,6% de gens qui se sont dit « Non, non, mais je vais écrire le nom de Joe Biden ». Donc, c'est quand même une victoire assez importante pour lui. Voilà. Alors, côté républicain, c'était un petit peu plus disputé. On a cru, donc les 3 têtes de liste, c'était vraiment Donald Trump, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l'ancienne gouverneuse de Caroline. Et on a vraiment cru un moment que ce serait Ron DeSantis qui serait la nouvelle star du Parti républicain. Le problème, c'est que Ron DeSantis, c'est Trump, en plus jeune et en moins bien. Voilà. Au niveau de la prestance, c'est pas ça. Et il a vraiment un petit peu trop copié Trump et c'est pas passé. Donc il est très populaire en Floride auprès de son électorat, mais il n'a pas du tout réussi à retranscrire ça au niveau national. Et donc en voyant que son score était de 21,2%, alors vous me direz c'est pas mauvais, mais vu l'argent qu'il a mis dans cette campagne, c'est vraiment pas énorme. Et donc du coup il s'est retiré assez tôt du coup de la course en voyant que bon, c'était pas le raz-de-marée derrière lui et qu'il n'y avait pas un grand enthousiasme. Et on a Nikki Haley. Donc Nikki Haley, ah oui, ça c'est les dépenses qui ont été faites juste pour l'Iowa. Voilà. Donc on a quand même 123 millions de dollars qui ont été dépensés juste pour les primaires de l'Iowa. C'est quand même assez énorme. Et on voit que les groupes pro-Haley ont dépensé 37 millions et DeSantis a dépensé 35. Alors que Trump, lui, s'est dit « Je vais jouer sur le fait que tout le monde me connaît. J'ai déjà de la popularité, donc je vais investir un petit peu, mais pas trop. » Voilà, parce que de toute façon, j'ai des factures à payer. Des grosses factures à payer. Voilà. Donc, ça n'a pas été un grand succès pour DeSantis, mais Haley, avec 19,1%, c'était quand même pas mal, vu que ce n'était pas l'État qu'elle privilégiait. Alors, qui c'est Nikki Haley? En fait, c'est pas une copie de Trump. Elle a été dans l'administration Trump, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un credo conservateur classique du Parti républicain, mais franche droite. Donc, par rapport à Trump, c'est à peu près la même chose, avec le populisme en moins. C'est-à-dire qu'elle, quand elle dit qu'elle défend la vie des fœtus, elle le pense vraiment, alors que Trump, il est quand même un petit peu variant sur beaucoup de ces questions. Il fait ce qui lui permet d'être élu. Voilà. Elle est d'origine indienne. C'est pas forcément très visible, mais en tout cas, elle l'a valorisé dans sa campagne. Elle a dit je suis une femme, je suis issue de l'immigration. Je crois très fort aux valeurs sociales. C'est très opaque ce que je dis pour un public français. Non, je crois aux valeurs chrétiennes, donc la famille, voilà, des valeurs assez conservatrices. Et puis en termes de politique étrangère, c'est vraiment, elle est beaucoup plus alignée sur la vieille garde républicaine, donc où les États-Unis doivent être présents et diffuser le modèle démocratique dans le monde, et donc avoir une politique étrangère active, ce qui est l'inverse de Trump, qui est vraiment protectionniste sur tous les plans. Donc c'était vraiment une alternative intéressante parce que c'est une républicaine classique, c'est une femme, elle n'a pas un gros charisme, elle est un petit peu robotique dans son discours, mais elle est très cohérente, elle est très convaincante, elle a été une bonne gouverneuse, donc c'était quand même une alternative intéressante. Et donc rapidement, voilà, c'est les deux candidats qui ont pris la tête. Ça, je voulais vous montrer un petit peu, pour vous plonger un peu dans une réalité américaine, c'est
Est-ce que vous savez ce que c'est d'ailleurs? Est-ce que vous en avez déjà vu? C'est des yard signs. Donc, si vous allez sur les bords des routes aux États-Unis, les gens plantent ça pour soutenir leur candidat, ou ils en plantent aussi dans leur jardin. Voilà. Encore une fois, la comparaison avec le sport, on affiche ses couleurs. On met sa casquette Trump. Je ne l'ai pas mis ce soir. Vous m'excuserez. On met ça devant sa maison. Enfin, c'est tout à fait quelque chose qu'on expose de façon très franche. Et en tant qu'enseignant ou chercheur, pour nous, c'est très intéressant quand on se balade en fait dans des quartiers, déjà de voir qui est présent. Et dans certains quartiers, le nombre de pancartes, ça nous permet aussi de voir la popularité d'un candidat. Il y a vraiment... on sent un petit peu l'ambiance en fonction des candidats qui sont mis en avant. Et donc là, on voit un bord de route avec un panneau Nikki Haley et le reste des panneaux Trump. Donc l'élection continue et Nikki Haley se défend plutôt bien. Elle a réussi à gagner 2 primaires. Bon, pas grande surprise, le Vermont, c'est Washington DC, le district de Washington, donc c'est quand même des endroits qui sont des bulles assez à gauche. Et alors, bon, c'est une républicaine, donc c'est peut-être pas forcément très applicable, mais en tout cas, qui sont peut-être plus intéressés par son côté prévisible et plus cohérente que Trump, en tout cas. Voilà, donc on voit qu'elle s'est quand même défendue. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit que c'est plutôt les centres urbains qui ont voté Nikki Haley. Donc on a au sein du Parti républicain une division entre les publics plutôt urbains éduqués qui ont tendance à voter pour Nikki Haley et les électeurs plutôt ruraux qui, eux, sont vraiment très attirés par le populisme de Trump, ou par le Trumpisme, si on veut parler de ce mélange de populisme et de désinformation, pour faire simple. Voilà. Mais... Ah oui, bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Ça a été une défaite assez cuisante pour Nikki Haley. Donc je vous disais tout à l'heure, dans le Nevada, il y a eu des primaires et un caucus. Nikki Haley a perdu la primaire qui ne permettait pas d'avoir des délégués à none of these candidates. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit aucun de ces candidats ou qui ont coché aucun de ces candidats. Elle était seule dans cette primaire, puisque Trump a choisi de se présenter au caucus qui lui permettait d'avoir des délégués. Et elle a perdu contre personne. Donc ça, c'était pas très bon en termes de communication. C'était déjà pas une élection qui permettait d'avoir des délégués. Donc elle se disait, je vais tenter ma chance, ça fera de la pub. Mais elle n'a même pas eu cet état. Voilà. Et on voit un autre exemple en Géorgie, donc, où Trump a été largement majoritaire. Donc c'est un petit peu un jeu à la popularité aussi, hein, ces primaires, c'est-à-dire qu'une fois qu'on voit au bout de 3 ou 4 États ce qui s'est passé, ça scelle un peu le sort des candidatures. Donc ça a scellé rapidement le sort de DeSantis, puis le sort de Nikki Haley. Donc le 6 mars, Nikki Haley a décidé de suspendre sa campagne. Alors, c'était pas gagné, parce qu'elle avait quand même des poches assez profondes, Nikki Haley. Elle a été vraiment soutenue par toute la frange conservatrice du Parti républicain, notamment des gros investisseurs républicains qui se sont dit que ce serait peut-être bien d'avoir une candidature alternative. Donc elle a été soutenue, elle avait les moyens, mais elle n'a pas réussi à rallier l'opinion publique. Je vous montre quelques réactions. C'est assez intéressant aussi, je parlais d'aller sur le bord des routes pour voir les pancartes. Il y a un autre truc plutôt intéressant, c'est d'aller sur YouTube et de voir les réactions des gens aux vidéos des candidats. Et c'est là qu'on voit un petit peu ce qui se joue pour les candidats républicains. Donc là, c'est quelques réactions à Nikki Haley. Je vous résume, en gros, pour eux, c'était l'establishment. Je traduirai en français par le sérail. Voilà, elle vient de l'establishment américain. Elle ne finit rien de ce qu'elle fait. Il y avait beaucoup de trucs sexistes aussi, d'ailleurs, au passage. Et puis, Trump est génial. On n'aime que Trump. C'est pas Trump, donc elle ne peut pas être bien. Voilà. Donc, elle a finalement suspendu sa campagne, donc au profit de Donald Trump, qui a quand même remporté les suffrages des Américains, malgré toutes les casseroles qu'il trimballe derrière lui. Voilà. Donc ça, c'était la leçon intéressante de ces primaires. C'était pas gagné, mais maintenant qu'il a effectivement gagné l'investiture républicaine, il est vraiment en train de durcir
son emprise sur le Parti républicain. Donc non seulement on n'a pas fini d'entendre parler de lui, mais en plus on risque aussi, si jamais il disparaît, d'avoir à faire face aux générations suivantes, parce que des Trump, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a pas mal quand même. Donc ce côté très démagogue populiste, ce ne serait pas tout à fait étonnant qu'il y ait un héritage qui soit transmis à l'un de ses enfants. Alors j'espère qu'il transmettra au... Non, je ne sais pas si j'espère qu'il transmettra aux plus intelligents d'entre eux, mais enfin, en termes de QI, il y a quand même des grosses variations dans la famille Trump. Encore une fois, je suis enregistrée, donc voilà. Bien. Donc, finalement, après le Super Tuesday, où on a eu toutes les élections au mois de mars, voilà, c'était joué. On savait que l'investiture serait prise par Donald Trump et Joe Biden. Et donc, ces deux candidats qui n'enthousiasment pas grand monde aujourd'hui aux États-Unis, mais qui ont quand même réussi, au sein de leur parti, à rafler la nomination. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les primaires, c'est le moment de les poser. Et sinon, je vais parler un petit peu de ce qui va se passer par la suite. Oui. C'est un jeu d'influence, c'est-à-dire que Nikki Haley, elle savait qu'elle perdrait certains États. Elle savait qu'elle perdrait l'Iowa, qui est très pro-Trump, conservateur, mais elle a dit certains États où elle se disait que peut-être elle aurait la main sur cette élection. Et en fait, après, ça fait un effet boule de neige. On considère le candidat sérieusement une fois qu'il arrive à un certain niveau. Après, elle a continué beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que franchement, son sort était scellé dès le mois de février, parce que justement, elle avait des soutiens financiers assez importants du côté républicain. Enfin, oui. Pas franchement, non. Non, elle a été un petit peu... elle se l'est pas mis à dos complètement, mais elle n'a pas franchement appelé à voter pour Trump. En fait, ce serait une très bonne vice-présidente, mais ce ne sera probablement pas la vice-présidente parce qu'elle n'a pas été suffisamment pro-Trump. Et ça, c'est quelque chose... Trump le dit, hein, il dit « kiss the ring » ou « bend the knee », c'est-à-dire, c'est un petit peu comme... C'est assez médiéval. Faut embrasser la bague, ou alors il faut se soumettre, il faut plier le genou. Et Nikki Haley, c'est pas trop sa personnalité. Hein. Puis elle l'a dit, moi, j'embrasserai pas la bague. Voilà, sous-entendu Trump. Donc c'est dommage, parce que ça aurait été une candidate intéressante. Alors je dis c'est dommage, mais c'est quand même, elle est très conservatrice. Hein. On n'est pas du tout sur la modération républicaine. Juste pour vous donner une idée, si vous pensez à Bush, la dynastie Bush, le père, le fils, c'est des modérés hein, dans le parti républicain. Okay, un peu plus conservateur, on a Reagan. Elle est plutôt à droite de Reagan. D'accord ? Donc, ce n'est pas non plus l'alternative de rêve à Trump. Le seul avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus prévisible et qu'elle a quand même une attitude par rapport à on va dire, sur les questions d'affaires étrangères. Elle a quand même une réflexion. Voilà. Elle a été représentante à l'ONU pour les États-Unis. C'est quand même quelqu'un qui tient la route, alors que Trump est beaucoup plus volatile. Voilà. Donc j'ai interrogé plusieurs républicains depuis ce résultat. Et alors, c'est difficile d'apprécier ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément reflété dans les sondages aujourd'hui. Mais il y a des républicains qui envisagent de voter pour Biden parce qu'ils ne sont vraiment pas d'accord en termes de politique étrangère avec ce que propose Trump. Donc il y a toute une aile du parti républicain qui est quand même très pro-internationalisme, interventionnisme américain à l'étranger, qui n'adhère pas du tout à l'isolationnisme de Trump. Donc on verra peut-être, en tout cas, bon, certains sont prononcés comme ça, mais ils ne vont pas le faire forcément médiatiquement, des républicains voter pour Biden. Parce que Biden, il a offre cette stabilité, et c'est aussi un chrétien qui est quand même très croyant et qui n'a pas des positions très très marquées sur les questions familiales, avortement, etc. Il est quand même assez modéré, même s'il suit la ligne de son parti. C'est pas un progressiste pur jus. Il y avait une autre question.
Alors, il y a plein de questions de votre question, donc je vais choisir de répondre à une partie. Je voudrais en parler de l'abstentionnisme juste après, parce que ça va être la clé de l'élection. Ça va vraiment être la clé de l'élection. Pour ces primaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sortis de chez eux, honnêtement. Ça n'a pas été un raz-de-marée. Pour l'élection générale, ça ne le sera pas non plus. Je vous donnerai quelques chiffres, parce qu'ils sont très différents de l'abstentionnisme en France. Enfin, on va dire, on est plutôt au niveau des élections européennes qu'au niveau des élections présidentielles. Voilà. C'est quand même assez fort en termes d'abstentionnisme. Et c'est un abstentionnisme qui n'est pas égal entre les différentes parties de la coalition de chaque parti. C'est-à-dire que si vous faites partie des minorités latino, noires, asiatiques, l'abstentionnisme est beaucoup plus fort chez ces minorités que chez d'autres, chez les blancs par exemple. Voilà. Et la deuxième question qui était très intéressante, c'était celle des pancartes. Alors, il y a quand même une acceptation aux États-Unis on est comme on est, c'est-à-dire on veut vraiment montrer qui on est. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez dans un quartier qui est en gentrification, le symptôme d'un quartier qui est en train de se gentrifier, c'est un quartier noir avec des drapeaux LGBT. Parce que les premiers, en général, qui gentrifient un quartier, c'est les minorités sexuelles. Ça va être en particulier les hommes gays, par exemple, qui achètent beaucoup dans des quartiers qui sont en train de se gentrifier. Donc si vous voyez un quartier noir avec des drapeaux LGBT, vous savez que c'est un quartier qui est en train de monter. C'est très clair, par exemple, à Washington, il y a des quartiers il y a 5 ou 10 ans où on n'aurait pas vu un seul blanc. Les premiers blancs qui y vont, en général, c'est ça. Et je ne sais pas si vous imaginez en France... moi, j'habite à Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. C'est un quartier très mixte. Je fais partie de ces bobos qui habitent dans un quartier mixte. Je n'irai pas mettre un drapeau LGBT devant chez moi. Voilà. Et aux États-Unis, c'est quand même, il y a une forme d'acceptation de la différence. Voilà. Ceci étant dit, oui, il y a une forme de pression. Et puis surtout, c'est une occupation de l'espace. Il y a vraiment un sens géographique. Ils ont une façon d'occuper l'espace et de dire « je suis là, je défends mon candidat, je ne bougerai pas ». Voilà. Alors, je voulais vous parler des enjeux de la présidentielle. Alors, je ne couvrirai pas tout, parce que sinon, je vous ferai un cours de 4 heures. Mais on pourrait voir ensemble ce qui vous intéresse le plus. En général, on a 4 points d'entrée pour comprendre une élection. J'aime bien les rappeler parce que je trouve que c'est intéressant. Les règles, chaque élection a des règles spécifiques. Celles de la présidentielle sont très spécifiques, donc ça joue. On ne peut pas faire un sondage d'opinion pour les présidentielles comme on pourrait le faire pour d'autres élections, puisqu'il y a ce système par État avec le winner take all. Voilà. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite carte, mais on n'en parlera pas trop longtemps. Voilà, donc il y a vraiment des États qui vont être plus importants que les autres. Il y a des États qui ont beaucoup plus de votes, la Californie. Il y a des États qui sont toujours démocrates. La Californie, on peut placer un pari, je peux vous parier 3 000 € que la Californie va voter pour Biden. Il n'y aura vraiment aucune surprise. Voilà. Donc ce qui est important, c'est les États justement qui changent. Par exemple, la Floride, voilà, qui passe du bleu au rouge. La Géorgie qui vient de passer au bleu. Voilà, tous ces États qui ont tendance à changer. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, la campagne va se centrer sur ces États-là. Donc les règles sont vraiment très importantes. C'est pas gagner l'élection présidentielle, c'est pas gagner le vote populaire, c'est gagner les swing states, les États violets, donc entre le bleu et le rouge. Le contexte est super important. Donc si vous voulez, on peut passer un petit moment pour discuter qu'est-ce qui est important dans le contexte actuel qui va permettre de débloquer l'élection. Et c'est les réalités ou l'ensemble de réalités qui influencent l'opinion publique à un instant T. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement le contexte, ce qui peut changer très vite, par exemple le contexte économique, mais au mois de novembre, on saura un petit peu plus. Voilà. Mais là, on a déjà quand même quelques idées du contexte important. Et ce n'est pas le contexte qui compte en vrai, c'est la perception du contexte. Voilà. Il peut y avoir des réalités qui sont complètement gommées par l'interprétation du public. La stratégie, donc les choix qui sont faits par les différents acteurs. Alors,
parfois on dit que la stratégie n'est pas importante, que l'élection elle est déjà jouée. Puisqu'on est sur un système bipartite, les gens savent ce que c'est le Parti républicain, ils savent ce que c'est que le Parti démocrate, il ne va pas y avoir de grandes surprises. Voilà. Donc, il y a énormément d'argent qui est infusé dans cette stratégie. Est-elle vraiment efficace? Grand débat. Voilà. Parce que les candidats, ils héritent quand même de l'influence de leur parti et ils ne peuvent pas non plus bouger beaucoup les lignes. Mais quand même, la stratégie est importante. Sans une stratégie en béton armé, Donald Trump n'aurait pas gagné 2016. Alors, je choisis de dire une stratégie en béton armé, vous allez me dire, bon, c'était un coup de chance, etc. Alors, oui, il n'y croyait pas lui-même, mais derrière, il y a quand même une stratégie électorale qui n'est pas sortie de nulle part. Derrière lui, il avait quand même un certain nombre de personnes qui savaient très bien ce qu'elles faisaient. Et le choix des citoyens, donc évidemment, ça je ne peux pas vous dire quel sera le choix de chaque citoyen individuel, mais le premier choix, c'est les pieds. C'est-à-dire, est-ce que vous allez ou les roues, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Parce que c'est un mardi, parce que c'est au mois de novembre, parce que peut-être il y aura de la neige. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans les déneigeuses, les jours d'élection. Voilà, parce qu'il y aura de la neige, peut-être, on ne sait pas, tempête de neige, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Voilà. Donc concrètement, sur les primaires de l'Iowa, les candidats, ils ont mis de l'argent pour déneiger les routes. Il y a peut-être d'autres candidats qui ont mis de l'argent pour re-enneiger les routes. Donc je pense que vous l'avez compris, plus il y a de gens qui vont participer, et plus il y a de chances que ce soit Biden qui gagne. Voilà. Et moins il y a de gens qui vont participer, plus il y a de chances que ce soit Trump, parce que les supporters de Trump, ils sont minoritaires, mais ils sont super déterminés. Et oui. Alors, il y a le système de vote par procuration qu'on a en France est moins répandu aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plutôt du vote par courrier ou du vote en avance. Et donc, ça varie énormément d'un État à l'autre. Il y a des sites qui répertorient ce qu'il faut faire pour chaque État. Et c'est compliqué. Voilà. Et donc, Trump, il s'est quand même un peu tiré une balle dans le pied en disant non, non, il ne faut pas faire ça, ça amène de la fraude électorale. Le Parti républicain est en train de dire non, mais en fait, c'est bon, vous pouvez voter. Enfin, il y a un message un petit peu conflictuel sur la question. Voilà. Qui est reflété par cette pancarte Legal Votes Only, donc que des votes légaux. C'est vraiment toutes les théories là-dessus. Donc, les règles du système électoral, je vous propose de les passer un petit peu parce que j'en ai parlé très rapidement. Je voulais vous parler rapidement du contexte, de l'importance du contexte pour l'élection. À votre avis, en un mot, quel est le contexte qui va être important pour cette élection? Quels sont soit les sujets, soit les contextes spécifiques qui vont jouer dans cette élection? Ouais. La santé des candidats et l'âge des candidats. OK. L'économie, l'immigration, la politique étrangère, non. Alors si, allez, si, je concède. Pour une fois, la politique étrangère. Alors, je vais en parler rapidement parce que je ne l'ai pas mis dans mes slides. La politique étrangère, ça va jouer en particulier pour Biden, parce qu'il y a toute une frange jeune et à gauche de l'électorat démocrate qui n'est pas contente sur ce qui se passe en ce moment en Palestine. Voilà, enfin sur la bande de Gaza. Vous êtes assez fort, vous avez trouvé la plupart des éléments. Donc je reviens là-dessus, mais du coup rapidement, parce que vous avez l'air bien informés pour parler d'autre chose. L'économie, c'est vraiment un facteur important. C'est extrêmement important, en particulier pour le président sortant. Donc, si le président sortant est dans un contexte économique plutôt en berne, c'est pas bon du tout pour lui. L'exemple phare, c'est Bush père, qui n'a pas été réélu parce que Clinton, justement, a exploité le contexte économique qui avait une micro-récession. Il en a profité à fond et c'est lui qui est un petit peu, qui est à l'origine de l'expression "It's the economy stupid". C'est sa stratégie électorale, c'était vraiment d'attaquer sur l'économie. Donc, du coup, vous allez me dire, c'est plutôt bien parti pour Biden parce que l'inflation est en train de diminuer, le contexte économique va un peu mieux quand même.
Eh ben non, parce que c'est la perception, les gens ils sont pas contents. Voilà. Donc en fait, même si ça va mieux, eh ben, quand on regarde un petit peu les sondages, les gens ils ont une perception de l'économie qui est plutôt mauvaise. Donc pour l'instant, ça joue pas trop en faveur de Biden, qui pourtant a injecté énormément d'argent dans la reprise et dans l'économie. Voilà. Donc encore une fois, c'est plus la perception du contexte que le contexte qui joue. Et donc c'est un gros argument républicain, hein. On est tout le temps en train de dire ça va mal, c'est la faute de Biden. Regardez le prix du litre de lait, du kilo de tomates, du burger chez McDonald's. Voilà, c'est vraiment trop cher, c'est la faute de Biden. Et ça, c'est un argument qui est extrêmement percutant, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des gens. Comme on a deux présidents sortants, enfin un président sortant et un ex-président, c'est quand même assez inédit. Ben, du coup, c'est un peu un concours d'impopularité. Voilà. Biden n'est pas super populaire aujourd'hui. On a quand même 43% d'approbation. C'est pas hyper bas pour un président, mais c'est pas génial. Et en fait, ça c'est souvent le cas. Les gens, ils ont une meilleure mémoire des anciens présidents. Par exemple, Reagan, c'est un des présidents les plus populaires. Enfin, avec Kennedy, mais Kennedy il est mort, donc ça aide beaucoup. Bon, Reagan aussi, mais pas dans les mêmes conditions. Donc, on a souvent un souvenir meilleur que ce que c'était en vrai. Voilà. Et du coup, comme vous le voyez ici, en fait, quand les gens se rappellent de Biden, est-ce que vous avez l'impression que la politique de Biden vous a aidé personnellement ? 18%, ouch. Vous a fait du mal, 43%. Est-ce que vous pensez que la politique de Trump vous a aidé, 40%, oui, on adorait Trump, vous a fait du mal, 25%. Donc en fait, la popularité de Trump était moins bonne que celle de Biden, mais les gens ont un petit peu oublié. Ils ont un peu glorifié ce qui s'est passé. Et en fait, non, c'était bien Trump, ça se passait bien. Alors, c'est pas incroyable, hein. Ils sont les deux relativement impopulaires, hein. Mais Trump est à l'heure actuelle moins populaire que Biden. Ouch. Oui. Les problèmes judiciaires de l'ex-président sont-ils un obstacle ? En fait, il y a plein de sondages qui montrent que les gens trouvent que non, c'est pas grave. Okay, c'est même... bon, alors, si les démocrates, ils trouvent que c'est super grave, non, mais bon, ils ont un petit biais quand même. Les républicains, quand même, il n'y a que 21% qui trouvent que c'est un problème, et c'est parti d'assez bas, hein. Alors, les indépendants, on est à 57%. Par contre, là, c'est un peu plus significatif puisque c'est les indépendants, donc ils vont peut-être faire pencher la balance. Et je voulais juste vous montrer des petits tracts, enfin, c'est des autocollants de la campagne de Trump. On voit que c'est quelque chose sur lequel il joue. Il a vendu des photos de son mugshot, donc sa photo quand il a été arrêté. Donc, il a vendu ça pour faire de l'argent pour sa campagne. Je ne sais pas si je vous parle de Let's Go Brandon, parce que je pense que c'est pour un public averti. Mais Let's Go Brandon, c'est un truc pas très sympa pour Joe Biden. Donc voilà. Je vous expliquerai à la fin si vous avez des questions, mais on coupera l'enregistrement, parce que je vais être obligée d'utiliser des mots assez forts pour expliquer ce que ça veut dire. Alors ça, c'est d'autres enjeux, mais je passe dessus très rapidement. Il y a quand même encore beaucoup de républicains qui pensent que Trump a gagné l'élection en 2020. 6 sur 10, c'est énorme. Voilà. Sur la question de l'immigration, donc toutes ces questions-là, il y a une polarisation politique énorme. C'est-à-dire que sur l'immigration, sur la question de l'élection, en fait, les républicains et démocrates ne sont pas du tout d'accord. Ils ont une vision, ils vivent dans une bulle informationnelle qui est complètement différente. Voilà. Donc l'immigration, c'est grave parce que Biden fait n'importe quoi, il a ouvert les frontières, il a cassé le mur. C'est un gros vilain, donc tous les républicains pensent que c'est vraiment horrible ce qu'il fait, alors que les démocrates sont plutôt contents. Voilà. Les discriminations contre les blancs, alors ça, horrible. Grosse discrimination contre les blancs pour les républicains, pour les démocrates, non. Et puis, tout va mal. Alors ça, ils sont un peu plus d'accord. Vous voyez que c'est un petit peu plus proche. Mais il y a quand même 3 républicains sur 10 qui se disent prêts à utiliser la violence. Donc ça, c'est les gens qui vont sortir de chez eux si Biden est élu. Ça, c'est un petit peu inquiétant quand même.
Et autre sujet clivant, les armes à feu, donc où on a les républicains qui sont pour la libéralisation complète, on peut utiliser des armes automatiques, il n'y a pas de problème, alors que les démocrates sont plus pour le contrôle. Donc ça, c'est les sujets qui sont polarisants et qui vont décider le vote des gens, évidemment. Si vous êtes anti-immigration, vous allez voter républicain. Si vous êtes pro-armes à feu, vous allez voter républicain, etc. Il y a un sujet, par contre, qui rassemble tout le monde, c'est la criminalisation de l'avortement. Donc, la réaction à la criminalisation de l'avortement. La décision Dobbs v. Jackson, qui a été prise en 2022, de rendre aux États la prise de décision sur l'autorisation ou non de l'avortement, a eu plein de conséquences. Et on a vu beaucoup de républicains aller très très loin dans l'interdiction de l'avortement. Donc je pense que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. Mais dans certains États et dans toute la frange sud du pays, on ne peut plus avoir accès à l'avortement. Voilà, les dernières cartes sont en train de tomber, en Floride notamment. Donc c'est très compliqué. Et en fait, les républicains pensaient que c'était vraiment un sujet qui leur permettait d'avancer électoralement, notamment grâce à une coalition qui était quand même, et un financement qui était quand même très lié aux chrétiens évangéliques. Mais c'est quand même pas un sujet qui fait l'unanimité, et on voit que c'est quelque chose qui fait réagir un petit peu moins les républicains, mais quand même, on a très peu de républicains, donc seulement 18% qui pensent qu'il faut criminaliser l'avortement. Donc là, c'est vraiment en train de devenir un sujet important. Mais du coup, qui est-ce qui commence à retourner sa veste? Voilà, en anglais, on dit plutôt faire le pancake. Voilà. Donc, qui est-ce qui commence à faire le pancake? C'est le monsieur là, qui est bien bronzé, qui commence à dire oui, alors moi, ma décision, c'était juste qu'il fallait que les États décident, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Et donc, il est en train de surfer là-dessus, tout en se mettant à dos une partie conservatrice des républicains. Mais c'est Trump, il a l'habitude de surfer dans des eaux dangereuses. Donc, c'était quand même relativement attendu qu'il fasse qu'il ait une réaction à ça. Juste pour info, en 2016, quand il était candidat, il ne répondait pas aux questions sur l'avortement. Il y a répondu très très tard, parce qu'il était en fait plutôt personnellement, je pense, en faveur de l'avortement, mais il s'est positionné très tard pour des raisons électorales, comme sur beaucoup de sujets. Donc voilà, ça c'était pour le contexte. Ça fait 1 heure que je parle, donc je vais prendre une petite pause pour prendre des questions, mais je voulais quand même vous parler juste rapidement d'autres choses, si ça peut attirer votre attention. La stratégie, le financement, j'ai quelques chiffres sur ce qui se dépense sur ces élections. Ça, c'est les chiffres pour 2020, et on va probablement les exploser parce qu'on voit l'évolution des financements. On est sur des milliards de dollars. Et le choix des citoyens, puisque c'était une question que j'ai eue tout à l'heure, voilà les taux de participation dans les élections. Donc primaire et générale, la moyenne sur une élection présidentielle, c'est 58% de participation. Et sur une élection où il n'y a pas de présidentielle, c'est 36%. En revanche, 10% des gens mettent une pièce dans la machine, c'est-à-dire font des donations pour les élections, ce qui est quand même assez important. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ces 2 personnes sont trop vieilles. Par contre, il y en a beaucoup plus qui pensent que Biden est trop vieux que de gens qui pensent que Trump est trop vieux. Ça, c'est étonnant parce qu'ils sont quand même pas très loin en âge. Donc, l'autre jour, je plaisantais que Biden allait commencer à se faire un peu de bronzette. Et en fait, dans sa dernière campagne qu'il a sortie, dans sa dernière pub, il est un peu plus orange. Donc voilà, c'est un très bon truc si vous voulez paraître moins vieux. Je vous le conseille, vous allez bronzer, ça marche très très bien. Voilà, j'avais encore quelques mots sur les indépendants, mais ça on peut en discuter pendant les questions, donc c'est pas urgent. Qu'est-ce que j'avais encore à vous proposer? Ouais, c'est principalement ça. Et puis les questions juridiques, les casseroles que trimballe Trump. Donc voilà, mais je préfère vous laisser la parole pour les questions, et je vous laisse poser des questions sur ces sujets-là si vous voulez que je revienne dessus. Merci Aurore pour cette présentation avec énormément d'informations. Donc j'ai pris le micro pour que l'on passe le micro dans la salle, puisqu'on enregistre la séance, donc c'est bien que les questions soient enregistrées également.
Est-ce qu'il y a une différence entre le vote des femmes et des hommes? C'est particulièrement important avec la question de l'avortement, je pense. Alors, les femmes votent plus que les hommes aux États-Unis. Voilà, statistiquement. Bon, c'est pas une différence énorme, mais c'est quand même une différence qu'il faut noter. Et je pense que j'ai des chiffres sur le vote des femmes. Donc, le vote homme-femme, il va dépendre surtout de la catégorie sociale de la femme, en l'occurrence. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris au début parce que Trump est d'un sexisme incroyable. En particulier, juste avant l'élection, il y a quand même beaucoup de scandales qui sont sortis, d'autres qui ont été étouffés, mais voilà, on savait que c'est quelqu'un qui était extrêmement sexiste. Et donc, je me suis interrogée sur le vote féminin pour Trump. Il y a quand même beaucoup de femmes qui votent pour Trump. C'est pas si net que ça, peut-être un peu moins que les hommes, mais pas si net. Avec la question de l'avortement, l'espoir des démocrates, c'est vraiment qu'il y ait une mobilisation des femmes sur ces sujets-là, et on l'a vu sur des élections de certains États, et on l'a vu notamment aussi, et ça vous allez le voir en novembre, il y a beaucoup d'États qui vont avoir des référendums qui sont portés par des citoyens. Parce qu'il y a une possibilité de démocratie directe dans beaucoup d'États, où si vous êtes suffisamment nombreux, vous pouvez porter un référendum au scrutin. Donc on verra des États probablement contrer la politique conservatrice et des tribunaux, et ou de leurs assemblées. Donc il y aura peut-être une mobilisation autour de ça. Par contre, on ne sait pas du tout la quantifier. C'est l'espoir des démocrates que ce soit le sujet qui fasse pencher la balance. Et c'est bien pour ça que Trump est en train de se positionner sur un positionnement beaucoup plus modéré. Mais ça risque de marcher, parce qu'il a vraiment une politique de dire ce que les gens veulent entendre. Et il l'a dit, c'est pour gagner l'élection, il faut qu'on soit... Il l'a écrit sur ses réseaux. Voilà. À propos du vote des femmes, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dissociation en fait entre l'homme et puis l'agenda politique qu'il essaie de tenir? On le voit en particulier avec le mouvement qui est peut-être minoritaire, mais les Moms for Liberty, les mamans pour la liberté. Peut-être qu'un ou deux mots sur... Oui, il y a aussi les Bikers for Trump qui sont un petit peu plus virils. Non, mais il a un bagou aussi qui plaît aux femmes. En fait, il a beaucoup de supporteuses féminines qui vont à ses rallyes, qui font la queue, à ces événements politiques, qui font la queue. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que j'observe beaucoup ce qui se passe au niveau républicain, il y a une vraie mise en valeur des femmes au sein du Parti républicain. Il y a quand même plusieurs gouverneuses femmes et elles sont beaucoup mises en valeur. Et donc, on renvoie aux femmes l'image, souvent de mères de famille actives, qui travaillent, qui sont investies en politique, pour leur dire, en fait, c'est OK d'être une femme et d'être conservatrice et d'avoir un point de vue conservateur. Et on peut être féministe, mais féministe le premier mouvement du féminisme. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu en arrière, on dit, en fait, les années 60, on s'arrête là, parce que la révolution sexuelle, c'est pas bien. Donc on peut être une féministe pré-années 60. Et on a beaucoup de femmes qui... Nikki Haley est un bon exemple de ce type de modèle. Mais on en a plein d'autres, de femmes qui se mettent en avant. Dina Lash, par exemple, aussi, qui est une influenceuse et qui a été longtemps la porte-parole de la NRA. Voilà, c'est des femmes qui travaillent, qui ont une famille, mais des valeurs chrétiennes. Et cette image de la femme qui a été... vraiment mise en valeur par le Parti républicain, ça marche. Dina Lash, c'était à l'origine une blogueuse qui parlait du fait qu'elle était mère de famille et qu'elle avait une arme pour se défendre. Et donc, elle apprenait à tirer pour se défendre. Et donc, elle est... c'est une forme d'empowerment, donc d'empouvoirment, mais très radical conservateur. Moi, j'avais une question sur la religion. Quel est le rôle de la religion au niveau des partis? Parce que les deux candidats s'en vantent, s'affichent, ils jurent sur la Bible, et pourtant, c'est un peu à l'américaine, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment du cœur derrière, donc, et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout prôné en Europe ou en France. Donc, voir comment ils jouent cette carte-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Américains sont beaucoup plus croyants que les Européens, et les Français en particulier.
Donc il y a beaucoup plus de croyants et il y a des croyants des deux côtés du spectre politique. Vraiment, Biden est quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes très fortes et qui est très croyant et qui a longtemps hésité sur la question de l'avortement à cause de ses croyances, justement. Donald Trump, on m'aurait dit il y a 15 ans qu'il y aurait une Bible sponsorisée par Trump, parce que là, il vend pour 59,99 $, vous pouvez acheter la Bible sponsorisée par Donald Trump. Voilà. Donc, vous m'auriez dit il y a 15 ans qu'il y aurait une Bible Donald Trump, j'aurais vraiment rigolé, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment aucune des valeurs chrétiennes. Enfin, ça se voit dans sa façon de vivre et sa façon aussi sa sexualité qui est extrêmement agressive. Voilà. Mais en fait, vraiment, c'est un homme de contradiction. Il a complètement, en servant les intérêts des conservateurs et notamment des évangélistes, il est vraiment monté en puissance. Et du coup, il y a un peu aussi cet aspect rédemption, c'est-à-dire que c'est un petit peu le Messie, quoi. Il s'est cherché, mais maintenant il s'est trouvé, il est là pour porter la parole. Et pendant ces meetings politiques, il finit maintenant avec un espèce de prêche pendant une vingtaine de minutes, où il va exhorter la foule et il utilise un langage religieux. C'est assez hallucinant, vraiment. C'est de l'émulation, hein, mais il le fait très bien. Il est très convaincant. C'est très étonnant. Oui, il me semble que ce qui se passe aux États-Unis est très inspirant, comme on dit en franglais, et que depuis pas mal d'années, les hommes politiques de différents partis, y compris des femmes politiques du Parti socialiste, etc., sont allés faire leur chemin de Washington pour apprendre à bien faire des campagnes. Ça a commencé avec Tocqueville, hein. C'était le premier à aller à faire son chemin. Mais systématiquement, enfin bon, toutes les pratiques de marketing politique sont bien en place. Et également, voilà, bon, j'ai perdu mes idées, alors donc c'est l'émotion. Merci. En fait, ce qui est intéressant aux États-Unis, je voulais insister un petit peu sur les différences avec la France, parce que je pense qu'on a un biais français quand on voit une élection, où on a tendance à l'interpréter avec notre façon de voir les choses. Aux États-Unis, ce qui est vraiment puissant, c'est la communication politique. Donc les gens qui viennent frapper à votre porte pour essayer de vous convaincre. C'est vraiment, il y a des armées de volontaires qui font ça. Maintenant, ils ont des applis sur téléphone. Quand vous êtes un volontaire démocrate, vous pouvez installer une appli. Et aussi, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Alexandra Ocasio-Cortez qui a utilisé ça, d'ailleurs. C'est une des premières qui l'a utilisé. Vous installez l'appli va regarder vos contacts et elle va croiser ça avec les listes, parce qu'on a vraiment des données sur tout le monde. Et on sait quel est le positionnement politique, mais avec une granularité incroyable. On a des cartes électorales extrêmement précises. Et donc, ça va croiser ça avec des données. Et donc, ils vont vous dire, voilà, dans votre liste, vous avez telle personne qui est indépendante, donc il faut aller frapper à sa porte, il faut lui passer un coup de fil, il faut essayer de le convaincre. Et c'est tellement efficace que du coup, les Américains commencent à détester ça. C'est-à-dire que dès que quelqu'un essaye de les convaincre, ils se referment comme des huîtres. Il y a les pubs, mais c'est du martelage médiatique. Les pubs qui passent dans les télés locales, nationales, etc., c'est non-stop. Vraiment non-stop. Les pubs financées par le candidat, les pubs financées par les super PACs et les groupes d'intérêt parallèles, parce que là, je vous ai montré tout à l'heure des chiffres, mais ça n'inclut pas l'argent qui est dépensé par des groupes extérieurs. Donc, il y a vraiment... c'est juste hallucinant. Et juste un dernier petit mot, oui, il y a les socialistes qui sont inspirés des primaires, mais il y a aussi vraiment une tentative des conservateurs américains d'infiltrer le marché européen, notamment sur les questions populistes. Ils ont fait beaucoup de conseils pendant le Brexit. Il y a quand même un certain nombre de techniques qui ont été recyclées. Et il y a des contacts assez rapprochés qui existent depuis assez longtemps entre le Rassemblement national et les conservateurs américains. Donc, alors, elle n'est plus au Rassemblement national, mais Marion Maréchal-Le Pen avait été invitée au raout conservateur du CIPAC il y a quelques années. Elle s'est fait huer, parce qu'en fait, parmi les conservateurs américains, il y a beaucoup de groupes juifs.
Donc voilà, le positionnement de la famille Le Pen n'a pas trop plu aux conservateurs. Et ensuite, pour eux, le RN qui emprunte quand même des aspects sociaux à la gauche, c'est des communistes. Voilà, donc ils ne les aiment pas trop, mais ils les aiment bien quand même. Et voilà, il y a des conservateurs aussi qui ont été invités au rassemblement du Rassemblement national. Voilà, donc il y a des vrais contacts, des tentatives de rapprochement politique. Le problème, c'est quand les nationalistes se rapprochent, ça ne marche pas toujours. Donc c'est ce qui s'est passé, ça a un peu fait flop. Mais il y a quand même des conseillers politiques qui circulent, ça c'est sûr. Est-ce qu'on risque de revoir ce qui s'était passé en 2016 avec Cambridge Analytica, qui a bien travaillé sur les swing states et grâce à cela sur à peu près 5 États et qui ont fait basculer l'élection entre Hillary Clinton et Trump? Est-ce qu'en fait, on risque d'observer ce qui s'était passé en 2016 avec les publicités très ciblées, très temporaires, parce que finalement, le problème des listings est très important. D'ailleurs, tout à l'heure, au début de votre exposé, vous avez dit en Californie, en fait, ils ciblent en fonction de l'âge et tout. Donc, en fait, les listings avec les opinions des gens, et c'est facile de cibler. Enfin, ça a permis à Trump de gagner une première fois. Est-ce qu'on risque d'observer à nouveau un tel problème? Alors, on est très mauvais, nous, les politistes, pour faire des prédictions, parce qu'on n'a rien vu venir en 2016, mais à culpa. On est très mauvais. Mais en revanche, je peux vous garantir qu'il y aura des campagnes de désinformation. En particulier, c'est devenu très, très économique en utilisant des IA. Vous pouvez générer des messages, des appels téléphoniques avec la voix ou le visage d'une personne, des vidéos, etc. Avec les deepfakes. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont circuler. Pendant les primaires, il y a des gens qui ont été appelés par quelqu'un qui avait la voix de Joe Biden et qui disait « il ne faut pas aller voter, il faut réserver votre voix pour les élections générales ». Et c'était une campagne de désinformation qui avait été orchestrée par un de ses compétiteurs. Donc, où finalement, comme il y a une certaine obscurité sur les lois, les gens se sont dit « ah mince, si je vais voter, je ne pourrais pas voter aux élections générales ». Enfin, jouer sur le problème, c'est qu'il y a une complexité d'information qui fait que c'est très facile de faire de la désinformation. Donc on va avoir plein de tentatives de désinformation dans tous les sens. Et Trump surfait déjà sur le conspirationnisme en 2016. Je pense que vous vous rappelez, en 2008, il avait accusé Obama d'avoir falsifié son certificat et de ne pas être américain. C'était une campagne qui avait été orchestrée par Trump. On a eu d'autres campagnes qui ont eu lieu. On a toujours un peu tendance à penser que toutes ces conspirations, c'est quelque chose qui vient d'Internet et qui remonte. C'est quand même très souvent, on le constate, orchestré plutôt du haut vers le bas. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pilotées par des stratégistes politiques ou les fuites de mails qui permettent de découvrir des scandales horribles de satanisme chez les démocrates, des trucs complètement délirants. Bon, ça, c'est quand même poussé par un certain nombre de personnes. Et il ne faut vraiment pas se dire que c'est quelque chose qui vient d'en bas, quoi. C'est quand même en général plutôt des trucs qui viennent d'en haut. Une dernière question pour conclure, peut-être. Vous nous aviez promis de parler des indépendants, et comme je sais que notre présidente souhaite avoir des éléments de réponse, il y a du favoritisme là. Peut-être bien. Alors, ma question serait, est-ce que Robert F. Kennedy Jr. pourrait faire de l'ombre à Joe Biden? Alors, le rôle des indépendants, en fait, il va être clé. Je vous ai dit que l'abstentionnisme allait être un vecteur énorme qui fait que c'est difficile de prédire ces élections. Et en fait, le rôle des indépendants, il va avoir un petit peu le même, ça va être un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'il va siphonner des voix. Et il va siphonner un peu, ça dépend de l'indépendant, mais le problème de Kennedy, c'est qu'il va siphonner des voix des deux côtés. Parce qu'il s'appelle Kennedy, on l'associe à Laura Kennedy, donc il va siphonner des voix côté démocrate. Il a un côté environnemental, c'est un avocat pour le coup.
Vous m'avez dit avocat tout à l'heure, lui c'est un avocat environnementaliste. Voilà, et donc il va siphonner un peu des voix de ce côté-là. Sa colistière, Nicole Shanahan, c'est une millionnaire de la tech, donc elle va peut-être aussi un petit peu siphonner des voix de ce côté-là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est anti-vax, qui est anti-Big Pharma. Je ne traduis pas parce que c'est marrant, ces conspirations, elles sont arrivées directement en France, on en entend parler. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je peux définir, mais j'ai l'impression que c'est devenu une réalité chez nous aussi. Avec Internet, ça va très vite. Donc en fait, il est très dangereux par rapport à ça parce qu'il est, c'est vraiment du syncrétisme. Il a plein de trucs différents. Il est plutôt isolationniste. Donc il joue sur les deux camps. C'est un petit peu ça va être compliqué. Là, les intentions de vote, pour l'instant, j'ai lu un sondage, mais j'ose pas y croire, à 13%. Ça me semble énorme. En Géorgie, 6%. C'est un swing state, donc ça va compter. C'est vraiment un vote qui va compter. On a d'autres indépendants qui sont peut-être un petit peu moins menaçants, comme Cornel West, mais on a aussi Jill Stein. Jill Stein qui est pour les Verts. Donc je le précise quand même, ces indépendants ne vont pas arriver à être dans tous les États. Je pense que, voilà. Alors après, Kennedy, il a de la chance parce qu'il a la millionnaire derrière lui qui finance, mais il n'arrivera peut-être pas à être listé dans tous les États, parce que c'est quand même relativement compliqué. Mais Jill Stein, par exemple, en 2016... Là, c'était juste pour vous montrer que dans certains États, il y a parfois plus de 20 indépendants qui concourent à l'élection présidentielle. En 2016, ça, c'est les gens qui ont voté pour Jill Stein sur la carte. Et on voit quand même que dans certains swing states, il y a eu un vote assez important pour Stein. Alors, ça reste, regardez son score, 1,1%. C'est très, très peu. Mais quand on a des États où c'est très proche, ça peut faire une différence. Regardez par exemple, j'ai pris 3 exemples, le Michigan, la Pennsylvanie ou le Wisconsin. Quand on voit que la marge, on est en 2016, hein. Je suis désolée, je suis remontée un petit peu dans le temps, mais c'était une élection intéressante pour ça. Quand on voit la marge entre Trump et Clinton dans ces États, de 0,3% ici, à chaque fois de moins de 1%. Et quand on voit le score de Jill Stein qui est de 1,1% ici, 0,8, 1, en fait, vraiment, le vote environnemental, ça aurait été des voix Biden. Donc, beaucoup de gens critiquent Jill Stein et trouvent que c'est criminel qu'elle se représente en 2024. Hier, je parlais avec un démocrate très actif qui m'a dit, parce qu'il y a aussi des conspirationnistes chez les démocrates, c'est les Russes. Alors, vrai, pas vrai, voilà, je ne me prononcerai pas sur la question, mais il y a vraiment une question, pourquoi ces indépendants se présentent alors que c'est une élection qui est très, très serrée. Alors, ils ont leurs intérêts à représenter, je pense. C'est des gens qui gagneront jamais l'élection, mais qui vont introduire du trouble. Voilà. Et l'élection va se jouer beaucoup là-dessus. Eh bien, nous en resterons là. Effectivement, une élection qui s'annonce un peu trouble. Merci à Aurore Portet. Et nous aurons un autre épisode électoral avec 1 ou 2 conférences en octobre. Merci à tous.